Saint-Antoine de Padoue. Elle avait un fils qui s'appelait Antoine, là, mon oncle Antoine, qui n'est pas le film Mon oncle Antoine, mais qui était un bonhomme extraordinaire, mon oncle. Nous autres, on disait Saint-Antoine de Padoue. Qui a le nez fourré partout. Aidez-nous. Aidez-nous. Oui, oui. Oh, ben ça, je l'ai entendu souvent. Ouais. Ma mère aussi a pris Saint-Antoine. Ah, elle, oui. elle nous transmet ça. C'était quand j'étais jeune, là, c'était le saint à la vogue, là, à la mode. Là. Puis on avait le Saint-Christophe dans l'auto. Ah ben oui, Saint-Christophe, parce qu'il protège des accidents. Ah oui, on apprenait tout ça à l'école. En plus. Ben, j'ai passé ma vie dans des livres parce que chez mes grands-parents, il y avait beaucoup, beaucoup de livres. On avait des belles images que ma mère avait reçues. Ce sont des grands livres comme ça, épais comme ça, des livres français, avec toutes des images comme on en a, là, avec des histoires de la France et de peu partout dans le monde, en couleur la plupart du temps. C'était tellement beau. C'est un de mes cousins qui les a, mais je pense que j'en ai un ici. Que j'avais trouvé plus tard, puis vers la fin. Puis ce sont des presses avaient été détruites par les guerres, par les Allemands en 1914. Malheureusement. C'était des contes. J'ai tout appris l'histoire de France dans ça, là, mais imagé, puis c'était merveilleux. Ouais. On allait chez ma grand-mère, on passait nos fins de semaine à lire dans le sous-sol. Où mon grand-père nous récitait de la poésie, qu'il écrivait. Il en écrivait une par matin. Ça devait être extraordinaire. Je ne comprenais pas tout, mais je respectais mon grand-père, puis j'écoutais. Des fois, bien, il nous expliquait. Puis moi, ben, c'était toujours, il me récitait... tu vois, le poète, il parle de toi, là, François Villon. Et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Moi, j'étais dans le livre de poésie de François Villon. Wow. Je m'appelle Lorraine. Ah non, j'aimerais bien que tous les enfants québécois aient la jeunesse que j'ai eue. Même si on n'était pas riche, c'était le pire, là, à 1830. Ah oui, ma mère était obligée de louer des chambres parce que sans ça, on n'aurait pas mangé. Mais on avait beaucoup d'amour puis beaucoup de littérature. Alors, il y a des gens intéressants qui venaient à la maison. Mais ça, la question d'avoir des pensionnaires, Oui. Ça s'est beaucoup dit dans les... Parce qu'on a fait des rencontres dans les 15 municipalités de la MRC, des rencontres de groupe. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, chez nous, on avait des pensionnaires. C'était très... C'est une façon... Ben, et puis surtout pendant la guerre, là, hein, parce que il y avait plus de place, les hommes étaient partis, puis... ils m'ont pas parlé de la guerre, c'était surtout des gens... les salaires québécois étaient très, très bas. C'était bas, c'est ça. Ouais. Puis les gens, ils me disaient, les gens, soit que c'était des personnes âgées, mais pas de la parenté. Oui. Beaucoup avaient des grands-parents, des oui. parents à la maison. Mais c'était, il y a une personne qui me dit, c'était des gens qui avaient un petit peu de difficulté en société, handicapé mental léger, des choses comme ça. Ah oui, non, ça, on avait une folle, là. mais c'était d'une bonne famille, mais elle avait eu un accident, puis sa famille était venue nous trouver, si vous voulez la prendre. Et puis, je disais, t'es une folle, parce que elle louait une petite chambre chez nous, puis en face de sa porte, il y avait des crochets, puis elle mettait ses robes là, puis elle portait des robes jusque-là, c'était déjà dépassé, là. Et puis, un jour, elle avait dit à ma mère, votre fille Mireille, qui avait à peu près 9 ans à ce moment-là, puis qui était la fille, ma sœur aînée, c'était honnête, plus honnête que n'importe qui. Puis elle dit, pendant que j'étais absente, elle a pris mes robes. Cette femme-là était assez grande, elle portait des robes jusqu'au... Et elle les a mises et les a salies.
Ma soeur avait à peu près 9 ans, 10 ans, ce qui n'avait aucun sens. C'était un peu sa folie, ça. Puis, pour ça, elle était tranquille, on n'entendait pas. Elle était d'une bonne famille. Les familles Rainville, à Québec, c'était haut de gomme. C'est pas comme elle avait pu. Alors, bonjour, Madame Oui. Lorraine Desjardins. Vous êtes née à Montréal, mais vous avez un attachement particulier à Lanoraie. J'aimerais que vous me parliez de cet attachement-là. C'est que la maison de mon grand-père était à Lanoraie, puis c'était la maison de ses parents. Et c'était du côté de ma mère. Et nous venions ici tous les étés. Aussitôt que les classes, on allait au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague sur la rue Sherbrooke. Et aussitôt que les classes finissaient, on s'emmenait ici où mon grand-père était rendu, il venait faire son jardin à l'automne et puis au printemps, il venait récolter. Mais comme il était écrivain, qu'il avait besoin de silence et que ma grand-mère tenait un magasin de musique, il venait très souvent, il s'installait ici pour l'été. Alors, aussitôt qu'il était rendu, puis que nous, on était en vacances, on venait passer toutes nos vacances à Lanoraie. Alors, on connaît très bien Lanoraie. Puis où on est, c'est beau parce qu'on a, on a une vue sur le fleuve. Puis on était en face d'un parc qui fut un parc, c'est-à-dire qui appartenait au curé, c'était le jardin du curé. Alors c'était tranquille et on avait de la parenté. La moitié du village était parents avec nous autres. Alors on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Des vacances formidables. Il y avait beaucoup d'enfants. Vous jouiez. Nous étions seulement 3, on était 3 filles, sauf que comme le village, il y avait beaucoup de parenté, on avait des cousins, des cousines qui étaient de notre âge ou un petit peu plus vieux, puis on allait jusque dans les rangs, les voir. C'était très agréable. C'était quoi les jeux d'enfance l'été ici? Ah, bien, dans la rue ici, là, il y avait un fossé. Et en face, il y avait le champ du curé. Mais il ne faisait pas toujours ses patates de ce côté-ci. Alors, le champ, c'était vaste. Il y avait ses animaux, des fois ses chevaux qui étaient là. Alors, nous, on jouait dans le fossé. C'était nos maisons. On les avait divisées avec nos amis. On avait des amis qui étaient le petit-neveu de Aristide Beaugrand-Champagne, qui était un ami de mon grand-père. Et il venait jouer tous les jours. J'avais des petites cousines qui venaient jouer. On jouait tous sur les jeux d'enfants l'été, mais on jouait beaucoup dans les fossés, parce que c'était notre fossé, ça c'était notre partie, c'était nos maisons. Et même, je me souviens qu'un jour, ce pauvre Guy, il était, je sais pas, il avait été comme n'importe quel enfant, à un moment donné, il faisait des farces, puis on trouvait qu'il nous agaçait un peu. Alors on lui avait enlevé son terrain, puis il était jeune, il avait plus jeune que nous autres, puis il y avait déploré une de mes cousines. Mais on a dit, pourquoi tu pleures? Ils m'ont enlevé ma maison. Alors, c'était des jeux d'enfants, quoi. C'est des jeux qui faisaient... On courait beaucoup dans le champ. On allait faire des pique-niques aussi. Nos parents, en fin de semaine, là, il y avait les oncles, les tantes de son côté à lui, puis tout ça, puis ils se connaissaient tous. Et on marchait de bonne lumière jusqu'au bois. En montant vers le nord, et on allait pique-niquer sur la terre qui nous laissait parce qu'on était bien tranquille. On avait beaucoup, beaucoup de plaisir, et tous les jours, on allait se baigner au fleuve. Alors, comme ici, il y avait beaucoup de pierres, et puis que j'avais une maison qui s'était noyée, on avait beaucoup le souvenir de ça. On montait un peu plus haut, où il y avait le sable était beaucoup plus dur, puis l'eau était moins haute, et on se baignait tous les jours. Est-ce que c'était un plage public? Non, les gens demeuraient, c'est parce que il y a un coteau, hein, puis les gens demeuraient en haut, mais comme ils allaient se baigner, là, on était beaucoup de gens, on se connaissait tous. Est-ce qu'il y avait beaucoup de tourisme ici l'été? Oui, il y avait beaucoup de tourisme, mais il faut dire que les touristes étaient en général de la famille des habitants de la place qui travaillaient à Montréal et qui passaient leurs vacances dans la parenté, et qui, beaucoup étaient parents avec nous aussi. Alors, on avait beaucoup de plaisir. Il y avait et des amis. Il y avait sûrement des touristes, mais les touristes étaient plus au bout du village. Mais dans le village même, là, c'était les touristes qui étaient là, c'était plutôt parce que c'était des parents qui vivaient ici, puis dans le village.
Est-ce que la religion a eu une place importante dans votre vie familiale? Oh, c'est une question difficile, ça. Non, je vais y répondre honnêtement. J'avais un grand-père qui était contestataire, plutôt. Il chantait à l'église, il allait à la messe le dimanche parce qu'il avait une voix magnifique qui faisait partie du chœur de chant. Et puis, tout le monde allait à la messe parce que comme tout le monde se connaissait, on ne se mêlait pas de demander. Tous les gens allaient à la messe à peu près, là. Et puis, même les touristes se retrouvaient à la messe. Ils venaient de la campagne des fois, puis ils venaient. C'était assez religieux, oui. Mais pas de conviction. Ben, je peux pas dire ça, là. Non, non, les gens qui étaient religieux du village l'étaient sûrement profondément, parce que c'est l'époque, tout le monde était catholique, ils croyaient, par peur ou par je ne sais pas quoi, mais ils croyaient. Mais, bon, il y avait des familles qui étaient contestataires, c'est sûr. Dans la famille, mon père avait eu une très mauvaise expérience quand il était petit avec une de ses tantes qui était religieuse et qui l'avait forcé à se mettre à genoux pour faire ses prières quand il avait à peu près 3 ans. Et il n'en avait pas gardé un très bon souvenir. Mais c'était un homme mon père était un homme très, très tolérant sur tout, sur toutes les religions aussi, là. Mes parents étaient très ouverts aux autres. Puis, oui, vous m'avez même dit que votre mère était féministe. Oui. Ah oui. C'était pas une féministe qui combattait avec des féministes, là. Elle ne se disait pas féministe, mais c'était une femme elle avait ses idées, puis c'était ses idées, hein? Elle était très ferme dans ça, puis c'est une femme qui lisait beaucoup, qui était aussi contestataire pour beaucoup de choses. Alors, elle était très amie avec, voyons, son mari, là, il défendait les ouvriers. Monsieur Chartrand. Chartrand, oui, oui. Elle connaissait bien Mme Chartrand, puis les Savaria, qui étaient des musiciens, puis, et qui étaient aussi des gens contestataires. Mais ils n'aimaient pas faire ils aimaient beaucoup, beaucoup la discussion. Chez nous, ça discutait tout le temps. Puis ma mère était très soupe au lait, alors quand elle discutait, c'était fort. Mais c'était pas des gens qui voulaient s'imposer avec leurs idées, mais ouais. La littérature a occupé une grande place dans votre famille? Oui, mon grand-père était un poète qui avait été nommé le prince des poètes à un moment donné. C'était l'époque où la poésie a commencé à être plus connue. Et puis évidemment, comme il était dans le village, il était comme le poète du village. Ici, il était très respecté, mais c'était un homme qui était toujours très, très poli avec tout le monde et puis qui avait des idées bien à lui. Il lisait beaucoup des écrivains défendus, mais pour nous, c'était jamais défendu, ces choses-là. Ouais. Et son nom? Louis-Joseph Doucet. Louis-Joseph Doucet. C'est le nom de la rue ici, d'ailleurs. Oui, oui. Excusez, je vous ai coupé. Donc, vous lisiez beaucoup de livres qui n'étaient pas défendus. On lisait beaucoup de livres. Par exemple, Alexandre Dumas, à l'époque, ça scandalisait. Nous autres, moi, j'ai lu, à partir de l'âge de 7 ans, j'ai lu tout Alexandre Dumas. J'ai continué, là. J'ai lu à peu près tout chez nous. Mais mais les gens, on ne parlait pas de ces choses-là, parce que les gens, dans le village, ça ne parlait pas tellement de littérature, mais il y avait des gens qui étaient, comme il y avait M. Surprenant, qui était le notaire, il aimait beaucoup discuter avec mon père, puis ça discutait tout le temps. Les gens qui venaient, qui connaissaient mes amis, là, puis qui connaissaient mes parents, c'était des gens qui aimaient discuter de politique, discuter de littérature, et puis bien évidemment avec mon grand-père qui recevait ses amis, qui étaient des écrivains de son époque aussi. Est-ce qu'ils discutaient du pays du Québec? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ah oui, 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 oui. Était Mon père était le premier indépendantiste dans la famille. Est-ce que ça a créé des chicanes de famille? Non, jamais. Non.
Non, Il y avait pas pas que de... les seules chicanes qu'on pouvait avoir un petit peu au point de vue politique, c'était avec mon arrière-grand-père, là, mais c'était pas, nous autres, on s'en mêlait pas toujours, mais j'entendais discuter des fois mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, qui était tel politisé, qui était comment je l'appelais, je disais le petit vieux français, parce qu'il faisait tout à fait comme les Français qu'on voit dans des films de cette époque-là aussi, puis qui était celui qui avait fondé le magasin de musique. Puis ma grand-mère s'était trouvée à toujours s'en occuper quand mon arrière-grand-père a vieilli. Et puis, lui, il discutait beaucoup de politique. Mais c'était jamais hargneux, c'était pas... ça discutait fort, mais c'était jamais hargneux. Je ne peux pas dire ça. Non. On peut dire qu'on n'aimait pas beaucoup Duplessis. On trouvait qu'il n'aimait pas la littérature. Et vous avez beaucoup aimé l'histoire. Votre grand-mère était Elle était généalogiste, oui. Elle était une des fondatrices de la Société généalogique de Montréal. Oui. Elle en a fait toute sa vie. Tous les soirs, je la voyais qui écrivait, ou elle partait, puis elle allait dans les paroisses, puis elle faisait des recherches. Et on a toute notre généalogie. Oui. Et vous, vous êtes intéressé à l'histoire? Ah, ben moi, oui. L'histoire, c'est ma première. D'ailleurs, ces grands livres français dont je vous parlais, là, Les belles images, ils racontaient beaucoup l'histoire de France et l'histoire d'Europe. Et on passait nos fins de semaine, quand on allait chez mes grands-parents, à lire ces gros livres-là, qui avaient appartenu à ma mère et puis à mon oncle quand ils étaient jeunes. Et vous avez même donné des conférences sur l'histoire de Lanoraie? Ah ben oui, ça c'est quand j'ai pris ma retraite et que je suis venue vivre dans la vieille maison, parce que ça fait, je pense que ma petite fille, elle est la 6e génération à coucher dans cette maison ici, qui appartenait à mon grand-père. Et j'ai toujours aimé l'histoire, alors j'ai beaucoup lu de l'histoire. Est-ce qu'il y a des faits marquants à Lanoraie, dans l'histoire de Lanoraie? Pardon? Est-ce qu'il y a des faits marquants dans l'histoire de Lanoraie dont vous vous souvenez? Bien, ça, moi, on s'occupait surtout des familles. D'abord, on est parents avec la moitié du village. Avec les vieilles familles de Lanoraie sont tous parents. Et puis, ce sont des cultivateurs. Ils ont fait du tabac. C'est comme ça qu'ils ont survécu. J'ai eu beaucoup d'enfants. Mais... et c'était des navigateurs aussi. Mon grand-père avait navigué, lui, quand il était jeune. Là, il partait sur des voiliers à l'époque. Hein, et puis, il descendait jusqu'en Gaspésie, puis il revenait. Alors, il s'arrêtait ici. Il y a eu beaucoup, puis il y a encore des vieux navigateurs qui sont encore vivants. Là. Où je suis, là, il y en a un vieux mais il ne parle pas beaucoup de navigation. Pas des gens qui parlent beaucoup, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup, les navigateurs. Mais j'ai un tas de cousins qui ont tous navigué. Quand ils étaient jeunes, là, puis qu'ils finissaient l'école, puis ça finissait tôt à ce moment-là, ils naviguaient tous. Moi, je ne pourrais pas vivre à l'extérieur. Si j'ai choisi Lanoraie parce que j'habitais quand même, puis je suis née à Montréal, c'est parce que non seulement j'ai aimé mes vacances ici, mais parce que le fleuve, pour moi, je ne pourrais pas m'en passer. C'est un élément important. Oui. Qu'est-ce que vous aimez du fleuve? Je ne peux pas dire, ça fait partie de ma vie, puis ça va loin, puis j'aimais voyager. Je tenais beaucoup de ma mère, j'ai beaucoup voyagé d'ailleurs. J'ai fait tous les États-Unis en pouce jusqu'au Mexique, puis j'ai fait tout le tour de la France en pouce. Une année, là, je suis partie quand j'avais 20 ans avec 2 amis, puis on a fait le tour de la France en autostop. À 20 ans, mais vous êtes né en quelle année? Vous m'avez dit 1932, donc au début des années 50, vous êtes parti en autostop? En 56, oui. En 56. C'était pas du tout la mode? Non, pas du tout. J'étais une des premières avec ma soeur, puis des amis. Là. On avait beaucoup d'amis, parce que mon père enseignait l'escrime. Il y avait beaucoup d'amis qui venaient d'Europe, c'est-à-dire des escrimeurs qui venaient d'Europe, là, quand il y avait des combats, puis tout ça. Et on avait on a connu aussi, j'ai fait partie d'un groupement qui s'appelait l'Ordre de Bontemps, qui avait été fondé par des étudiants de l'Université de Montréal. Et on faisait toutes sortes on a fait la province de Québec, on est allé jusqu'à Vancouver en autostop.
autostop. Et puis, on voyageait beaucoup, on faisait des réunions. Il y en avait à Québec, il y en avait à travers toute la province de Québec. Il y a eu ce petit groupement de l'Ordre de Bon Temps qui faisait du folklore, de la danse et puis des chants de folklore. Alors, mes parents étaient sur ce côté-là, ils nous faisaient bien confiance. Bien, ils connaissaient nos amis, ils recevaient beaucoup à la maison. Alors, bonjour, je suis partie avec des amis, puis on est allé jusqu'à Vancouver en autostop. Et on a rencontré des gens, c'était bien intéressant. On a connu les Canadiens français de l'Ouest, là. Et on est toujours restés amis. Je suis allée jusqu'au Mexique, j'ai traversé les États-Unis, puis après ça, je suis partie en Europe. Mais ma mère l'avait fait avant parce que ça avait été son rêve d'aller en France. Alors, mes parents sont allés en France d'abord. Puis, j'ai une tante qui a vécu en France avec ses enfants, là, Judith Jasmin, vous savez, la comédienne, bon, c'est ma cousine. Puis elle a passé son enfance en France. Alors quand ma tante revenait, on allait chez elle, puis c'était agréable. J'aimais beaucoup ma tante, mon oncle Jasmin. Vous n'avez pas vécu une enfance et une adolescence dans la norme des Québécois de l'époque? Je crois pas. Je crois pas. Quoique, quand j'étais à Lanoraie, par exemple, moi, je connais encore, je suis encore amie avec mes cousins là, qui habitent, j'en ai dans ma rue, là, au coin de la rue, que j'adore. Puis je me suis trouvée, à un moment donné, il y a quelques années, il y a un groupe de Lanoraie qui est parti en Europe. Et on est parti avec eux autres. Et puis mes cousins, j'avais beaucoup de cousins avec nous. Puis on a eu un plaisir fou parce que c'est des gens qui s'intéressaient beaucoup. On n'est pas... Ce sont des gens de la terre, mais on n'est pas loin de Montréal, qui ont toujours beaucoup voyagé et qui étaient toujours intéressés. Les gens ici, je ne sais pas si c'est parce que c'était des descendants, la plupart de navigateurs, mais même si c'était des gens de la terre, là, ils étaient intéressés au monde. C'était un peu la Beat Generation du Québec? C'est ça, dans les années 50. Oui. Parce que vous êtes né En 1932. Un peu après mes parents, parce que si je regarde la vie de mes parents, puis ce que vous me racontez, ils sont comme dans deux époques totalement différentes, puis pourtant, il y a juste 10 ans de différence. Bien, il faut dire que ma mère, évidemment, est quand même la fille de son père. Elle avait été élevée dans la poésie, dans la littérature. Ma grand-mère était musicienne et elle avait un magasin de musique que son père et mon arrière-grand-mère avaient fondé. Donc, ils ont toujours eu du monde qui venait, des étrangers. En fait, à un moment donné, le magasin de musique qu'ils ont, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'avoir parce qu'il voulait écrire quelque chose sur ce magasin-là. C'était le magasin à peu près le plus connu des étrangers qui venaient à Montréal. Ils allaient tous au magasin de musique qu'ils ont sur la rue Saint-Denis, qui était centrale en plus. Et puis, et ma grand-mère, c'est sa mère qui avait fondé ça avec son père. Donc, c'était des gens qui aimaient les gens, puis qui s'intéressaient et qui lisaient beaucoup. Puis ma grand-mère, ben, comme elle était généalogiste, puis mon grand-père était écrivain, ben, c'est sûr qu'il savait des gens qui étaient intéressés. Et mon père, quand il a fondé, avec mon oncle, le frère de ma mère, ils ont fondé le premier club d'escrime de langue française au Canada. Ils recevaient beaucoup d'étrangers aussi qui venaient. Donc, on a vécu quand même dans un mélange. Puis notre rêve, nous autres, c'était toujours, depuis qu'on était petits, c'était d'aller en France et on était élevés dans la littérature, puis dans l'esprit des voyages. Et ma mère, elle adorait voyager. Et ils ont beaucoup voyagé, mon père et ma mère. Très souvent, ils sont allés partout. Puis à l'époque, quand vos parents partaient pour la France, ils partaient en... Bon, ben j'étais déjà, par exemple, quand ils sont partis pour la France, j'avais déjà 18 ans, mais j'avais ma tante qui avait vécu en France, qui avait eu son fils en France, puis qui avait ses deux filles, là, Judith et Claude Jasmin. Et ils étaient, et mon oncle, le notaire, ils avaient vécu longtemps en France. Ils sont revenus juste à cause de la guerre de 1939, parce qu'ils habitaient en France, à Paris, là, pendant plusieurs années. Parlant de la guerre, vous m'avez dit tantôt que votre mère avait des pensionnaires à la maison pendant Oui. la guerre. Oui. Comment ça se vivait en famille, des pensionnaires? Bien, elle louait des chambres, et puis à cause de ça, elle avait loué quand même sur la rue. On était dans un beau coin de Montréal. On habitait en face du Carré Saint-Louis.
Ils avaient loué un appartement en face du Carré Saint-Louis. On était à loyer. Mais c'était un grand appartement parce que dans le temps, c'est toutes des maisons qui ont beaucoup, beaucoup de pièces. Et puis, alors, elle pouvait facilement louer des chambres qui étaient... c'est assez privé. Moi. Je pourrais dessiner la maison, je m'en souviens encore parce que j'ai une mémoire visuelle. Et je me souviens même qu'au fond de la cuisine, après la cuisine, il y avait un petit corridor, qui avait un escalier. Puis mon père avait en haut son atelier d'escrime où il montait ses armes, il faisait venir des armes, des épées, des fleurs de la France. Et puis, à un moment donné, d'Angleterre, parce qu'il est allé aux Olympiques et aux Jeux de l'Empire. Alors, il a fait eu des contacts et puis il faisait venir. Alors, il y avait chez nous des étrangers qui venaient, des Anglais, de toutes les nationalités, en fait, et beaucoup de Français. Puis à partir de l'âge de 16 ans ou 15 ans, on a fait partie de ce groupe dont j'ai parlé, l'Ordre de Bontemps, où on faisait du folklore, mais plus que ça, on faisait des réunions, puis mes parents les recevaient des fois dans le jardin en été quand il faisait beau, où on discutait de la vie, on discutait des Québécois, du Québec, de la politique. On avait 16, puis on était intéressés aussi à la politique. Et tous les groupes, c'était des étudiants, des étudiantes qui venaient dans ce groupe-là. On faisait aussi du folklore, mais on faisait des excursions, on louait des autobus, puis on allait dans les camps où il y avait des enfants, là, puis on allait les amuser. Alors, on avait une vie très trépidante. C'était quoi faire du folklore? Parce que moi, j'en fais un petit peu, puis là, oui. je me tourne peut-être dans les années 50, puis là, oui. dans les années 50, c'était quoi faire du folklore? Ah oui, on faisait du folklore beaucoup, j'en ai fait beaucoup, mais... Si vous preniez les chansons, puis tout ça. Les chansons, des danses surtout. Moi, j'adore la danse. Alors, quand j'avais 5 ans, ma mère m'avait montré le tango. J'aimais la danse. Ma mère était bonne. Mes parents étaient de très bons danseurs, tous les deux. Puis les danses, vous venez de qui? Qui vous a? Bien, les Québécois ont toujours été des danseurs. Là. Quand j'allais chez mes cousins qui ont des terres, là, qui sont comme disent des gens, des habitants, mais dans un sens pas péjoratif du tout, au contraire. Pour moi, c'est toujours, je les admire beaucoup. C'est des gens travaillants, puis qui s'expriment bien, ceux que j'ai, là, mes cousins en tout cas. Et ils chantaient beaucoup, ils dansaient, oui. Mais j'ai aussi... ma sœur a fait du ballet. J'en ai pris un tout petit peu. Mais ma sœur a été une bonne danseuse de ballet. France, vous l'avez rencontrée, chantait aussi, était comédienne. Mon père était un comédien né. Et il racontait des histoires. Là, quand on était malade, là, qu'on avait toutes les maladies d'enfants, là, après son travail, même fatigué, il venait de raconter des contes qu'il inventait des fois. Il était un conteur né. Et puis, ma mère, elle lisait beaucoup. Mais mon grand-père, le père de mon père, avait été au Gold Rush. Et à un moment, il était parti à la recherche de l'or. Parce que c'était, à ce moment-là, dans la campagne, ils étaient très, très, très... C'était pauvre, hein? Et puis, mais c'était des gens... Ma grand-mère avait quand même été au couvent. Elle avait fait jusqu'à la fin du couvent, ce qui devait quand même être une 7e ou 8e année. Là. Elle était... Et puis, mais bon, c'est une femme qui cuisinait. Elle aurait pu, dans les meilleurs restaurants de Montréal, elle aurait pu être cuisinière parce qu'elle était une cuisinière excellente. Dans les campagnes, elle apprenait toutes ces choses-là. Elle cousait, elle faisait tout. Et puis, elle venait souvent passer du temps chez nous parce qu'elle était âgée et elle était veuve à ce moment-là. Et elle aussi nous racontait un peu des histoires. Mais mon père était un conteur. Puis il en inventait. Ah oui, il y avait beaucoup de bagou. Est-ce que vous vous êtes mariée? Oui, je suis mariée, mais je suis divorcée, mais je suis restée très amie avec mon mari. À quel âge vous êtes mariée? J'avais 30 ans, je pense. Je ne sais plus, là. C'était rare à l'époque de se marier si tard? Ben oui, mais j'étudiais, puis après ça, j'ai enseigné. Moi, j'ai enseigné 40 ans. Hein.
Et puis, oui, à un moment donné, je me suis mariée, puis j'ai eu une petite fille. Puis, est-ce que vous avez continué à travailler après votre mariage? Ah, j'ai toujours travaillé pendant mon mariage. Oui, oui, j'enseignais. C'était le travail idéal. Vous enseignez à l'école primaire, secondaire? Ah, j'ai enseigné au primaire et au secondaire. J'ai entraîné jusqu'au cégep. À Québec, là, quand mon mari était nommé à Québec, j'enseignais au cégep. Oui. C'était quoi votre matière? Surtout le français, mais enfin, quand j'ai enseigné, j'ai enseigné jusqu'à même à la maternelle, là, j'ai enseigné toutes les matières jusqu'à temps que j'arrive voyons, au cégep, là, où j'enseignais le français. Mm. J'ai même enseigné l'anglais dans une école anglaise, parce que mon mari était nommé à Toronto pendant à peu près 6 mois, je ne sais pas trop, ou presque 1 an. Et puis à ce moment-là, j'ai été enseignée dans une école catholique, évidemment, mais anglaise. Et puis comme je parlais l'anglais, parce que ma mère me l'avait fait apprendre, j'avais été à l'école anglaise 2 ans, j'ai enseigné en anglais. J'enseignais pas l'anglais, j'enseignais en anglais. Ouais. Puis vous avez écrit un livre et vous êtes en train d'en écrire un autre. Oui, j'ai écrit un roman qui raconte la guerre contre les Américains. Puis j'ai écrit aussi, je pense que j'ai dû écrire une trentaine de conférences, mais juste pour le village, là, sur la Noret, puis je faisais des recherches. Hein. Puis là, je suis en train d'écrire un autre roman, oui, un deuxième roman. Est-ce qu'on peut savoir le sujet? Ah, ben c'est toujours historique, oui, mais j'en parle pas parce que j'ai pas fini, là, puis j'aime pas tellement en parler parce que c'est pas complètement précis, mais c'est historique, et ça se passe aussi à l'époque, après la colonie. Et c'est quoi le titre de votre premier roman? De mon premier roman? Je vous le donnerai tout à l'heure quand on y retournera. Je vous le donnerai. Vous souvenez-vous de contes que votre père pouvait, le genre de contes, ou s'il y avait des personnages qui revenaient tout le temps? Non, d'abord, il racontait, souvent c'était des histoires de sa jeunesse. Là. Il racontait à mes grands-parents, il racontait aussi toute leur jeunesse, les histoires de l'anorexie qui se passaient dans les familles, tout ça. Mon père, c'était surtout parce que son père était parti au Gold Rush, là, à la recherche de l'or, puis il se souvenait des choses que son père lui racontait à propos des Amérindiens qu'il avait raconté, à propos des aventures qui pouvaient arriver, etc. Mais aussi, il racontait des histoires drôles qu'il inventait à mesure, qu'on n'a jamais écrit. Certains étaient drôles, l'histoire du petit papier, là, je ne pourrais pas, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pensé à ça. Mais il y a des choses que j'ai beaucoup écrites, parce que j'écris tout le temps, alors que je retrouverai, là, il faut... mais aujourd'hui, là, c'est loin de moi. Mm. Puis est-ce qu'il contait des légendes un peu de la Noret, du coin? Non, ben mon père, il venait pas d'ici, fait qu'il racontait plutôt des histoires de famille, de la campagne, dans sa famille. C'était plus des histoires de famille. Les contes, on les lisait, là, c'est des livres parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de livres. Ou encore, comme je vous dis, ces fameux livres français qui avaient appartenu à mon oncle puis à ma mère. Mais il y en a tellement que... Je ne sais pas où il est placé, je vous le montrerai, mais je pense qu'il doit être en haut. Comment vos parents se sont rencontrés s'ils vivaient à chacun de leur côté du fleuve? C'est très intéressant. Ils se sont rencontrés à Montréal. Parce qu'à un moment donné, mon grand-père est décédé et ma grand-mère est venue vivre à Montréal où ma tante Rosaria, sa fille, là, qui avait vécu en France, vivait. Et elle faisait le tour. Elle venait des fois à la Noret. On l'a invitée l'été parce qu'elle était dans un couvent là, quand elle est devenue veuve. Alors, elle nous racontait des histoires de Saint-David, plus. Là, mais c'était plus des histoires de famille qu'il nous racontait. Puis mon autre grand-mère, elle était généalogiste, donc elle connaissait beaucoup toute l'histoire, puis j'ai toute l'histoire de la famille, de généalogie. C'est pour ça que je peux prendre des choses de l'époque. Là. Je vous passerai mon livre. Et puis...
À part ça, là, excusez, La revenez à votre question, question. c'était comment vos parents se sont rencontrés? Ah oui, comment ils se sont rencontrés. Bon. Ma mère écrivait, il y avait dans un journal, je pense que c'était La Patrie, à ce moment-là, oui, qui était le grand journal des Québécois. Elle lisait beaucoup. Elle a rencontré, parce que mon père écrivait dans le journal. Ah, c'est fou. Je connais pourtant l'histoire. C'est parce que je veux pas. Il faudrait que je me rappelle un peu. Oui, ils sont allés, ils connaissaient une personne. Tous les deux se sont retrouvés chez une des amies et ils se sont rencontrés dans une soirée. Et puis. C'est Montréal qui les a rapprochés. Oui. Mon père travaillait à Montréal. Mais ma mère, elle avait vécu son enfance à Québec. Parce que mon grand-père a été nommé à Québec. Et puis, elle a passé. Mon grand-père Doucet a été nommé à Québec. Puis, nommé... par le gouvernement. Oui. Et puis, il a travaillé pour le gouvernement à Québec. Alors, la famille s'est en allée là-bas. Mais ma grand-mère, comme elle tenait son magasin de musique à Montréal, ils voyageaient les fins de semaine plutôt, mais parce que ma grand-mère, de toute façon, elle n'aimait pas Québec. Elle n'aimait pas l'atmosphère de Québec. Et puis, de toute façon, elle avait son magasin. Il fallait bien qu'elle le tienne, parce que là, son père est mort, puis elle l'a eu. Sa mère est morte, je veux dire. Et donc, mon grand-père a été nommé à Québec, et plutôt les fins de semaine. Et après ça, ma grand-mère, elle l'a suivi à Québec. Tant que sa mère a vécu, elle l'a suivi à Québec. Et là, donc, ma mère est arrivée assez jeune à Québec, puis elle a vécu une bonne partie de sa vie, jusqu'à temps que ma grand-mère, sa mère meurt, puis qu'elle retourne à Montréal. Là, elle a ramené les enfants avec elle. Et mon grand-père, il venait les fins de semaine à ce moment-là. Et puis, donc, ma mère, elle adore Québec parce qu'elle y a passé presque toute son enfance et puis elle s'est fait des amis là-bas. Et c'est pour ça qu'on a connu Québec quand on était jeune. On allait à Québec. Et j'ai toujours gardé. D'ailleurs, c'est une belle ville, Québec. Oui. Ça a un esprit c'est plus large à Montréal, là, mais ça a aussi un charme. Le paysage est magnifique. Ouais. J'aimerais revenir sur vos études. Oui. Si vous avez enseigné, ça veut dire que vous êtes passé à l'école normale? J'ai fait l'Institut pédagogique à Montréal, là, qui est sur Westmount. Oui, à ce moment-là, on restait à Notre-Dame-de-Grâce. Puis c'est à côté de l'Institut pédagogique et je suis allée là. Est-ce que vous êtes passé à l'école normale à l'époque où on enseignait encore les travaux féminins, la broderie? Ah non, moi, je n'ai pas appris ça. Je suis allée à l'école normale direct où on apprenait à enseigner. Oui, j'ai pas. Les matières. Oui. Moi, je brode pas bien. Ce que j'ai appris à tricoter, c'est ma grand-mère qui m'a forcé à apprendre à tricoter, puis j'haïssais ça. Ma sœur France, elle a appris ça tout seul, puis elle est très, très bonne dans ça. Moi, je n'aimais pas ça. Non, mais ça m'était obligé. On l'apprenait à l'école, c'était obligatoire de toute façon. Peut-être parce que c'était obligatoire, j'aimais pas ça. On sent la contestataire ici. Puis tantôt, j'ai une question. Vous avez parlé que une de vos grand-mères ou une de vos tantes était veuve puis qu'elle vivait dans un couvent. Ah, ma grand-mère paternelle. Okay. Quand elle est devenue veuve, parce qu'elle venait de Saint-David-Yamaska, quand elle est devenue veuve, elle s'est emmenée à Montréal. Mais quoique, elle était encore assez longtemps dans sa petite maison de campagne à Saint-David, qui est un milieu qui était très fermé. Même, il y a une blague dans la maison qui se racontait parce que, c'était des gens très gentils à Saint-David. Moi, j'ai adoré ça. J'ai déjà passé tout un été. J'avais été malade, puis ils m'ont envoyé à la campagne. Puis chez ma grand-mère, justement, qui était une cuisinière émérite et puis qui était généreuse, bonne, très, très religieuse, par exemple. Il fallait faire nos prières à genoux tous les soirs. Et puis, elle vivait avec une de ses filles qui n'était pas mariée. Et j'étais gâtée, j'étais très, très bien. Puis je jouais avec tous les petits-enfants du village. C'était sur le bord d'un ruisseau. C'était magnifique. Et puis, j'adorais ma grand-mère, d'ailleurs. Et elle était une bonne personne. Et douce.
bonne, là, qui était très religieuse, mais qui n'était pas achalante. Pas du tout. Pas du tout. Elle laissait les autres vivre, là. La seule chose, c'est son petit dernier. Mon père, c'est son dernier fils. Et puis, ça, quand elle vivait l'été ici à la campagne, là, puis que mon père faisait sa barbe, et puis qu'il prenait son temps, elle disait, dépêche-toi, dépêche-toi, il faut aller à la messe. Parce que ça, elle n'a jamais manqué sa messe. Mais elle se mêlait de ses affaires, elle n'a jamais été avec une pression ou parler de la religion, tout ça. Elle faisait ses prières. Nous autres, les enfants, c'est bien sûr, elle aimait on suivait, puis on n'était pas contre ça. On allait au couvent de toute façon. Mais bon, c'était une vie un peu différente. Et c'était... excusez, il faut revenir à ma question, là, puis je me perds un peu des fois. La question, c'était comment ça se fait que tu allais vivre... Ça voulait dire quoi, aller vivre au couvent quand on était jeune? Ah, bon. Ça, c'est difficile. On allait la voir. Ça, c'était entendu à un moment donné, puis on était contente de la voir. Mais ça ne m'a pas donné l'idée, j'allais jamais dans un couvent. Là. Je trouvais ça. Mais elle était très catholique, très pratiquante. Mais je sais qu'elle n'était pas toujours heureuse, parce que je me souviens de la voir des fois, là, parce qu'on allait souvent la chercher, puis ma tante Rosaria, ma tante Jasmin, là, allait chercher sa mère très, très souvent, parce que ma tante Rosaria, c'était tout à fait le contraire. Là. Et c'était deux bonnes cuisinières, par exemple. D'autant que ma tante, elle avait vécu à Paris, puis elle avait suivi des cours avec avec un cuisinier. Comme ma grand-mère d'ici, d'ailleurs, ma grand-mère de Montréal, ma grand-mère Doucet, elle avait... qui avait le magasin, là. Elle avait suivi des cours à Québec d'un cuisinier français, puis c'était des bonnes cuisinières. Nous sommes tous des gens gourmands. Les gourmets plutôt, je précise, gourmets. Ah, les lapsus, ça en dit long des fois. Et puis, pour revenir à ma question, je vais finir de me perdre, là. Vous m'aviez d'abord, au départ, demandé comment mes parents s'étaient rencontrés, mais j'en ai sur une autre question. Mais moi, je veux savoir, quand vous avez dit, quand elle est devenue veuve, elle est allée vivre au couvent. Oui. C'était comme un foyer? Ah oui, c'est encore, il existe encore. C'était tous des gens âgés qui étaient là. Ah, OK. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que c'était toutes des femmes, par exemple. Dans le temps, ils ne mêlaient pas les hommes et les femmes. Et on allait la voir assez souvent parce qu'on l'aimait beaucoup. Et ma mère, l'été, justement, allait la chercher parce qu'elle savait qu'elle aimait la campagne. Alors, elle passait presque tout l'été avec nous autres. Puis est-ce que c'était une ambiance de couvent? C'était toutes des religieuses. C'était tenu par des religieuses. Okay. Puis c'était toutes des gens âgés, là. C'était un foyer, finalement. Tu sais. Puis là, ben, elle était veuve. Et puis, mais on allait la chercher souvent. Et ma tante, surtout, allait la chercher. Et donc, elle retrouvait sa fille, puis ses deux filles, en fait, parce que mon autre tante restait souvent avec sa sœur. Et puis, elle avait des petits-enfants par les enfants de ma tante. Alors, elle n'était pas malheureuse. Les seuls ennuis qu'elle pouvait avoir, des fois, c'est que les sœurs ne sont pas toujours des saintes, hein? Pas parce qu'elles sont sœurs qui sont saintes. Mais elle ne s'est jamais plainte parce que ce n'était pas une femme à se plaindre. C'était une femme très, très douce. Ce que je connais, par exemple, c'est comment est-ce qu'elle avait rencontré son mari, mon grand-père. Oui. Ma grand-mère était très, très belle fille, apparemment, là, mais elle a fait une belle vieille d'ailleurs. Et puis avec un teint splendide, des beaux yeux, puis des cheveux longs. Elle s'accusait d'ailleurs, ça je sais qu'à la confesse, elle s'accusait d'être coquette, et c'était vrai. Tous les dimanches, avant de partir à la messe, il fallait toujours que ça soit parfait. Et c'était vraiment une femme de la campagne qui avait eu ses difficultés, parce que son mari était parti longtemps, et qui avait presque élevé sa famille seule, mais qui avait tenu à ce que ses enfants soient instruits, et qui était parente avec tous les gens du village où elle habitait à Saint-David. Donc, c'était une femme, soyez aussi, elle était la 12e, alors elle avait été, c'était la plus jeune. Ça avait été le bébé gâté, mais elle n'était pas gâtée, parce qu'elle avait une vie. Dans ce temps-là, il n'y avait personne qui était gâté dans les campagnes.
Elle était très pieuse, alors je suis sûre que c'est sa religion qui la tenait dans la douceur et dans la vie. Puis c'était une femme très aimante, elle avait adoré son mari. Qu'elle avait rencontré comment? Ah, il était venu avec son père. Il vivait aux États-Unis, mais parce que son père avait été aux États-Unis, parce que c'était le moment où beaucoup de Québécois étaient partis survivre aux États-Unis. Mais il revenait toujours dans le village. Et puis, bon, elle avait connu son mari à Lanoraie, pas à Lanoraie, à Saint-David. Mais c'était une femme soumise, aimante, qui aimait lire, plutôt religieuse, et d'une grande douceur. Quoiqu'un jour, elle m'avait raconté que quand elle n'était pas avec quand son mari était parti là, pendant un bon bout de temps, des fois, elle dit « Oh, je m'impatientais, c'était effrayant. » Elle dit « J'ai déjà dit, quand j'avais de la misère avec les enfants, parce qu'il y en avait quand même plusieurs, elle disait, je leur disais, ben va te chercher une petite halle là, dans le bois, là, dans le champ ou dans le jardin, puis, mais je pense pas qu'elle les ferait pas fort. » Parce que mon père, il a été élevé avec l'idée qu'une femme, on ne ferait pas ça. C'est bien. Ah oui. Là, est-ce que tu as encore des questions? Ben, je me demandais si vous vous souveniez d'une peut-être une chanson de folklore quand vous tourniez. Ah, ça chantait tout le temps. Les Québécois, ça chantait tout le temps. J'ai appris beaucoup de folklore, de chansons de folklore. Là. Ce matin, là, je ne suis pas en forme trop, mais d'abord, comme on apprenait tous le piano, puis qu'on avait des cahiers de chansons de folklore, on les pianotait. Là. Moi, je n'ai jamais été une grande pianiste, mais je suis capable de trouver mes notes. Mais on chantait beaucoup. Mon grand-père, Doucet, chantait. Lui, il avait une voix magnifique, d'ailleurs. Il allait chanter à l'église. C'était la fois qu'il allait à l'église. Et oui, puis je faisais partie de l'Ordre de bon temps, donc j'avais des chansons de folklore. C'est comme envoyons de l'avant nos gens. Ah oui, on chantait ça. Là, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai le cerveau fermé ce matin pour ces choses-là, mais j'ai beaucoup chanté. Là. Je prendrais mon cahier et je vous chanterais des chansons. C'est le cahier de la bonne chanson. On avait, ça c'était à l'école qu'on apprenait les cahiers de la bonne chanson. Mais mon grand-père ne chantait pas nécessairement des chansons bon. Et il y a une chanson, j'ai toujours regretté qu'on ne l'ait pas écrite, parce que mon grand-père Desjardins avait une chanson qu'il avait composée apparemment quand il était dans l'Ouest. Là. Et puis mon père la chantait, puis moi je ne l'ai jamais apprise. Et ça, c'est mon grand regret. Parce que c'était sur les gens qui cherchaient de l'or. Est-ce qu'il y en a trouvé de l'or? Ah oui, il y a eu mais mon grand-père Desjardins, c'était un homme naïf, comme sa femme d'ailleurs, et il a trouvé de l'or. Il a d'ailleurs fait éduquer tous ses enfants avec cet or-là, en fait. Puis il faisait vivre sa femme ici avec ses enfants. Et il pouvait là-bas, il fallait qu'il travaille fort pour l'or. Mais quand il est revenu, ah oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il s'est ennuyé de sa femme. Il s'est emmené au Québec. Et quand il est retourné, son associé, qui était un de ses amis dans son village, à Saint-David, à un moment donné, a dit, moi, j'en ai assez, je m'en retourne chez nous. Puis mon grand-père, lui, il n'était pas marié. Fait qu'il est parti au village. Et puis, mon grand-père, lui, il a dit, moi, je reste encore quelques mois pour trouver mon voyage de retour. Puis, parce qu'il y avait toujours sa femme puis ses enfants à faire vivre ici, à qui il envoyait de l'argent. Parce que ma grand-mère, elle voulait y aller, elle. Mais le voisin c'est-à-dire le docteur du village de Saint-David, il n'a jamais voulu que ma grand-mère y aille, en disant « Ah, elle ne pourra jamais, jamais supporter ce grand voyage-là. » Elle est juste morte à 96 ans, voyez-vous. Mais c'était le cousin du père de ma grand-mère.
Alors, je pense que le père avait dû lui dire, ma fille, là, elle n'ira pas jusqu'à Vancouver, elle va mourir, tu sais. Puis le médecin, ben, il a dit, oh non, elle ne pourra pas faire ça, elle n'aura pas la santé. Elle n'aura pas la santé, mais oui, d'aller jusqu'au Yukon. Alors, elle a vécu jusqu'à 94 ans. Mais elle n'a jamais été au Yukon, par exemple. Elle aurait vécu. Oui, oui. Et puis, bon, on parlait donc, elle est... J'avais trouvé de l'or. oui, 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 bien sûr. Et c'est comme ça qu'il a pu faire vivre la famille ici, revenir ici. Après ça, ben, chacun, il leur a fait un cours. Ils ont fait des beaux cours, même pour les filles. Ma grand-mère est allée jusqu'à 8e, je pense, à cette époque-là, dans un petit village de rien du tout. Saint-David, c'était pas un gros village. Et puis, toutes ces filles, ma tante Rosaria, elle a quand même épousé un autre. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont toujours bien vécu dans ce sens-là. Est-ce qu'il a réussi à revenir avec un chargement d'or? Bien, on n'a pas beaucoup parlé de ces choses-là parce que c'était la débandade au Canada, là, puis dans le monde entier, puis l'argent, ça n'avait pas de valeur, puis c'était difficile. Mais il a quand même réussi à faire étudier tous ses enfants et à mettre... c'est le moment... Il avait mis mon père au collège, là, mais quand il est revenu, ben, à cause de ce qu'il a perdu, il a été obligé de... Il s'est fait voler à part ça. C'est que quand il est retourné, il a fait un voyage, il s'est ennuyé, il a fait un voyage ici, il est resté avec sa femme. C'est là que mon père est né, d'ailleurs, c'était le petit dernier. Puis là, il est retourné, puis quand il est revenu, son associé il avait volé tout... et c'était pas un homme d'affaires. Il s'est fait enlever ça par son associé. Il a fait un procès, il a perdu le procès, fait qu'il a payé le procès. Puis là, ben, il fallait qu'il s'en revienne. Puis pendant ce temps-là, il fallait qu'il continue à faire vivre sa famille. C'était une... ouais. Mais ses petits-enfants, ça a bien été. De toute façon, on tire à Prendre des photos. Hein, puis, ah, tu veux prendre des photos? Oui, ok, c'est bon. Mm-hmm. Ben, j'espère que c'est pas... ça a du bon sens, là, ce que j'ai dit. Ça a du bon sens. C'est votre histoire. Ça n'a pas vraiment du bon sens, nos histoires, mais c'est... Non, des fois, ça n'a pas de bon sens, la vie. Hein? Oui, c'est ça. C'est la vie qui n'a pas de bon sens. On ne peut pas rien faire. Mais je peux rien dire parce que mon père, quand même, a pu travailler. Il a travaillé fort, par exemple, toute sa vie, mais il était travaillant. Puis, et quand il est devenu maître d'armes, ben, ça a été une vie plus agréable. Pas parce que, au contraire, il dépensait, parce que l'escrime, c'est pas connu en Amérique du Nord. Alors, il dépensait plus, je pense, qu'il gagnait avec l'escrime, malgré qu'il donnait des cours. Mais il a monté tous les champions du Canada. S'il y a eu de l'escrime, là. Bien, voyez-vous, ça, c'est entre les années 30 et jusqu'à sa barre, là. Hein. Mon Dieu, moi, j'ai fait de l'escrime dans les années 70, puis on criait que c'était pas connu au Québec, l'escrime, dans les années 70. Mais dans le temps que mon père était là, l'escrime, là, ça marchait. Maintenant, on n'entend presque plus parler, mais quoi qu'il reste encore, même Carl Chaudet, il se trouvait être assez âgé, puis on en parle moins. Dans le temps de papa, on en parlait beaucoup mais les plus. acteurs, les comédiens à l'époque devaient... C'est mon père qui leur enseignait, okay. l'escrime au théâtre. Ah, ouais. Il a été le maître d'armes de combien de pièces de théâtre. C'est lui qui montait. Aussitôt qu'il y avait des pièces où il fallait de l'escrime, c'était Desjardins qu'on demandait. Dans le fond, ce serait pour voir si vous pouvez vous nommer, vous présenter, puis peut-être nommer vos parents aussi. Ah bon? Oui. Ben, mon père, Robert Desjardins, qui était maître d'armes à la Police nationale. Et puis, ma mère, ben, c'était la fille du poète Louis-Joseph Doucet. Alors, c'était des deux grands plaisirs de notre vie. L'escrime, puis la littérature. Mm-hmm. Puis vous? Moi, ben, j'ai été professeure. J'avais 6 ans. Votre nom, en fait? Ah, Lorraine Desjardins. Doucet Desjardins, parce que j'étais baptisée avec les deux, ce qui ne se fait pas tout le temps, là. Mais ma mère tenait beaucoup au nom de son père, évidemment. Puis, bon, Desjardins. Et en fait, je suis mariée, séparée, et j'ai mes 13 amis, et j'ai une fille.
Constance Nobel. Mon mari était autrichien. Pays que j'ai visité, que j'ai beaucoup aimé. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. C'est très beau. Votre mari était autrichien? Oui. Il était né en Autriche? Il était né en Autriche, oui. Il a passé la guerre en Autriche d'ailleurs. Puis il est à Québec. J'ai une fille. C'était quoi votre nom de mari? Nobel, N-E-B-E-L. Nebel, si vous voulez, à l'autrichienne, mais on prononce Nobel à la française. Et lui-même, je pense qu'il dit toujours Nobel plutôt que Nebel. Oui. Oui, parce qu'il vit à Québec, puis avec du monde francophone. Alors, il est devenu. Il ne savait pas un mot de français, mais il l'a appris très vite, mais il était très pauvre. Il n'était pas anti-français du tout, au contraire. Il s'est adapté tout de suite. Puis, est-ce que vous l'avez rencontré parce que c'est un élève de votre père? Oui, il est venu faire de l'escrime. En fait, il avait appris l'escrime en Autriche, mais il était déjà escrimeur, il était jeune, 18 ans. Puis, il est allé au club d'escrime parce que c'était le club le plus réputé, c'était le club de mon père, à Montréal. Puis, il était allé, puis, comme ça. Comme ça que vous vous êtes rencontrés. Oui. Et j'ai une fille qui est elle s'est occupée beaucoup de moi là, quand j'étais malade. Ah oui, elle est une bonne fille. Ah, ben, c'est parce qu'elle avait oui. une bonne Elle a bien. J'espère, en tout cas. C'est ce qu'elle dit. Mais elle est vraiment. Elle a toujours bien réussi. Elle a bien étudié. Oui, elle est trilingue, même bilingue. Puis, ma petite fille, évidemment, c'est une adoration. Ah, et je suis l'adoration de sa grand-mère et son adoration. Ah oui. Ouais. Elle aime étudier, et ça me fait plaisir. Elle aime étudier, puis elle aime lire. Ah, c'est bien ça. Oui. Parce que les jeunes aujourd'hui, faire lire ça, oui. c'est difficile. Oui. Puis elle est, en fait, comme elle vit à Gatineau, elle parle anglais aussi bien qu'elle parle français à son âge, c'est bien. Ah, merci. Ça fait du bien, ça. Et j'ai un gendre adorable. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais écoutez, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, là. Je pense pas. Non. J'en ai pas entendu, en tout cas. Non, non plus. Oh, petite chaise. Oups. Merci. Moi-même en me levant. Merci. Ben, c'est mes jambes qui ont pris, hein, malheureusement, parce que je courais tout le temps. Je faisais du ski. En fait, c'était le seul sport vraiment que j'aimais. En tout cas, avoir fait le tour de l'Amérique du Nord sur le pouce, là, vous avez toute mon admiration. Surtout fait le tour de la France, moi, je trouve. Ah oui? C'est en France que vous êtes revenu. Oui. L'Amérique, j'ai fait jouer jusqu'à Vancouver.